Un petit quiz malformation, bon, pour beaucoup ça va être, il y a des choses qui vont être simples et évidentes, et puis ceux qui ne sont, pour les jeunes ou ceux qui ne sont pas ERL pédiatrique, ça le sera peut-être moins. Alors, voilà l'exemple d'un nourrisson de 17 mois, un retard de langage, les premiers mots ne sont pas acquis. Et il arrive, il a une sténose partielle des deux conduits auditifs externes qui semble aller jusqu'au tympan, mais le tympan n'est pas analysable. En queue de radis, là, hop, ça diminue petit à petit. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les pavillons sont un peu trop bas implantés, et ils sont un petit peu en rotation postérieure, et puis ma foi, c'est tout, ce qu'on voit chez ce nourrisson. Et au PEA, il a des seuils à 70-80 décibels bilatérales en faveur d'une surdité de transmission. Et c'est là qu'on a un succès fou chez les généticiens. Alors c'est étonnant, dans la littérature, finalement, cette chose-là n'est pas tellement publiée dans ce syndrome. Bon, pour beaucoup, vous avez reconnu. J'ai pas mis de photo, parce que j'ai une photo d'une petite fille, mais elle est tellement dysmorphique que ça ne représente pas ce syndrome. Quelquefois, ils n'ont vraiment pas grand-chose au niveau dysmorphie, quelquefois beaucoup. Et en fait, c'est vrai que sténose bilatérale en queue de radis des deux conduits auditifs externes, c'est avant tout vraiment la délétion 18Q. Et donc, si vous envoyez au généticien un petit mot manuscrit ou un petit coup de fil, sans l'écrire bien sûr sur le courrier, mais un petit coup de fil ou un petit mot manuscrit pour dire ça m'évoque vraiment un DEL18Q, on se rend compte que les généticiens ne savent pas que ça donne, parce que c'est des tableaux qui sont quelquefois légers, il y a toujours un petit retard psychomoteur, mais quelquefois c'est extrêmement lourd, ils ont plein d'autres malformations cardiaques, orthopédiques, etc. Et ils ne savent pas que cette sténose bilatérale des conduits, et c'est pas pathognomonique, mais c'est très très évocateur. Et ce qui est évocateur dans cette sténose, elle est particulière, contrairement aux aplasies d'oreille, où on a toujours, quand on n'a pas de conduit ou une sténose en queue de radis du conduit, on n'a pas de tympanal. Et bien là, dans la DEL18Q, on a une sténose. Alors celle-là est un peu particulière chez cet enfant. Il y a cette espèce d'aspect là qui est pas très classique d'os qui revient là, au milieu du conduit, mais souvent on a une sténose osseuse simplement qui aboutit à un petit enfant. Un petit tympan, ossifié en grande partie. Et ce qui est aussi assez caractéristique, c'est qu'on a un étrier présent et mobile. Et donc là, on n'a pas des très bonnes conditions pour aller élargir ce conduit, parce qu'il est quand même très très sténosé, et on a un tympan très ossifié, on a un gros bloc osseux. Mais quelquefois, on a simplement un tympan de petite taille ossifié, une chaîne ossiculaire qui est normale, sauf que le manche du marteau est bloqué dans l'ossification tympanique. Et donc, c'est tout à fait accessible dans une partie des cas à une chirurgie fonctionnelle de bonne qualité, puisque l'étrier, dans mon expérience, a toujours été mobile quand on explore ses oreilles. Voilà, donc ça c'est le succès garanti auprès de vos généticiens. Et à l'occasion de ce topo, j'ai repris un peu la littérature, et en fait il y a peu de choses sur ces sténoses du conduit dans le DEL18Q. Dans mon expérience, elles sont quand même très très présentes, et on le voit assez peu dans la littérature. Bon, que regarder chez cet enfant qui fait des abcès du front récidivants? Bon, ça c'est facile pour les ORL pédiatriques, bien sûr. C'est la fistule, c'est elle qui est responsable. Alors, est-ce que ça rentre dans des syndromes, ces petites fistules du dos du nez? En fait, pas tellement. On peut les trouver dans des syndromes malformatifs faciaux, des Goldenhar. Je crois qu'il y en avait un qui avait un Franceschetti, qui avait une fistule du dos du nez, mais c'est pas du tout quelque chose de classiquement associé. Et en tout cas, il n'y a pas de bilan systématique syndromique à faire devant ces fistules, en dehors du scanner IRM pour l'extension centrale de la fistule. Voilà, un petit rappel pour dire que ces fistules, c'est la partie cachée de l'iceberg, et qu'il y a toute cette partie qui peut remonter devant l'apophyse nasale du frontal, ou dans l'os frontal, ou derrière, forme la plus classique allant dans le foramen cecum. Voilà, il y en a donc des trajets variés de ces fistules, et n'aboutissons pas à ça, où ce gamin a été multi-opéré pour des abcès du canthus interne, alors que la petite fistule était toujours là, et que personne n'avait pensé qu'il pouvait y avoir, à partir de cette petite fistule, un énorme trajet qui remontait vers la base du crâne. Alors, donc les abcès récidivants, on cherche la fistule. Abcès récidivant prétragien, on cherche la fistule prélycéenne. Abcès récidivant évoquant une pseudothyroïdite, on cherche la fistule de la quatrième fente. Et puis abcès récidivant de voisinage du nez, que ce soit la pointe, le frontal, les canthus, etc. On cherche la petite fistule du dos du nez.
Voilà, et puis toujours se rappeler, pour nos amis pédiatres qui ne voient pas souvent quand on fait la chirurgie, qu'une petite fistule de la deuxième fente branchiale, c'est aussi la partie cachée de l'iceberg, et quand on l'enlève, on peut avoir un long trajet, et quand on faisait dans le temps des fistulographies, ça c'est déjà un enfant qui a bien grandi, ça doit être un ado parce que le cou est long, et quand on injecte, on se rend compte que ça remonte jusqu'à l'amygdale, et qu'en fait ces petits trajets sont tout à fait longs. Voilà. Alors, enfin, dernière chose, les fistules, c'est une confusion fréquente qu'on voit. Les fistules, quand elles sont dans le conduit, les gens savent bien que ce sont des fistules qui ne sont pas des fistules prélycéennes classiques. Là, ils font souvent bien la différence. Et on sait bien que c'est des fistules de la première fente branchiale. Par contre, ces fistules-là, ou alors des fistules qui ressemblent à un trou de boucle d'oreille, se sont pas associées quelquefois donc avec des kystes qui soulèvent le lobule, ou alors des absédations qui vont se situer soit à ce niveau-là, mais plus souvent dans le triangle de Poncet, entre la mandibule, l'osioïde et puis la mastoïde. Eh bien, ça, ce sont aussi des fistules de la première fente, avec cet aspect classique de bride préméringienne quand on regarde dans le conduit, qui n'est pas très fréquent. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier de ces petites fistules situées un petit peu n'importe où, celles qu'on appelle les duplications de conduit, parce qu'elles sont dans le tragus. Voilà. Là encore, les fistules de la première fente ne s'intègrent pas particulièrement dans des syndromes. Ce qui s'intègre dans des syndromes, c'est la fistule prélycéenne dans le syndrome bronchio-otorénal. On va voir dans quel cas il faut tiquer. Les fistules de la première fente, comme les fistules du dos du nez, on peut les retrouver de temps en temps dans un contexte malformatif, mais ça n'est pas quelque chose de très classique au niveau syndromique. Voilà, ça c'était la chirurgie pour montrer qu'à partir de ce tout petit trou, vous avez un énorme trajet qui sort qui traverse le cartilage, un énorme trajet qui part dans la parotide et qui passe devant, dessus, au-dessous du nerf facial et proche. Alors, ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Alors, à quoi on va penser chez ce bébé ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit bébé ? Quand on le voit comme ça, il a des petites polyocies. En fait, c'est des vrais enchondromes. Il y a une racine cartilagineuse. Et puis, on ne voit pas très bien là, mais il y a quand même une petite malformation du tragus. Et ce bébé, en fait, il ne fait pas la tête. Il ne fait pas ça. Il a une macrostomie. Il a une ouverture de la commissure labiale qui semble comme attirée par l'oreille. Et ça, c'est extrêmement caractéristique. Macrostomie et anomalie qui concernent le tragus, c'est extrêmement caractéristique du syndrome de Goldenhar. Oculo-auriculo-vertébral, et donc chez ce bébé, il va vraiment falloir le considérer comme ces syndromes beaucoup plus avancés de Goldenhar. On a vraiment la macrostomie évidente. Celui-là, en plus, avait une fente labiale. Vraiment, la commissure labiale qui est attirée par l'oreille, là, qui est aplasique. L'oreille, c'est plus qu'une malformation du tragus, il a vraiment une aplasie très sévère, avec une distance commissure-aplasie qui est très très faible. Mais ça, c'est très très évocateur d'un Goldenhar. Ces pavillons qui sont presque normaux, avec un conduit qui est béant parce qu'il est plus protégé par le tragus, et des enchondromes. D'ailleurs, ces enchondromes, il ne faut pas les enlever. Il faut garder le cartilage pour pouvoir reconstruire un tragus. Idéalement, il faut enlever et le cartilage le basculer pour fermer ce conduit, parce que c'est très laid. Alors, on peut déjà faire une petite plastie, c'est quand même pas très joli, vers assez tôt, vers 2 ans, 2-3 ans, et puis éventuellement on y retournera plus tard pour faire une plastie un petit peu plus précise et qui soit plus proche des reliefs naturels. Voilà, donc quel bilan pour ce nourrisson ? Eh bien, comme une suspicion, en fait, comme les aplasies majeures, comme tous les cas où on va rechercher un Goldenhar, c'est-à-dire, bien entendu, le bilan auditif, pas simplement des auto-émissions de dépistage ou des PEA de dépistage à la naissance, parce qu'on peut avoir des anomalies ossiculaires avec une surdité sur les fréquences graves ou moyennes qui font que votre bilan à la naissance de dépistage n'est pas forcément très fiable. Donc, il faudra quand même obtenir, quand on a un tableau comme ça, bien sûr, un audiogramme beaucoup plus complet, déjà suivre un petit peu cet enfant, et puis quand on pourra faire un audiogramme oreille séparée de bonne qualité avec CO et CA, vers l'âge de 5 ans, on va dire, 4-5 ans, eh bien il faudra penser à le faire. On peut trouver quelquefois, on peut avoir un dépistage normal à la naissance, puis en fait quand on fouille un peu, on a une surdité de transmission sur les graves, parce qu'on a un osselet un peu malformatif. Et puis donc échographie cardiaque, rénale, radiodrachie et examen ophtalmo. Un petit mot sur la radiodrachie. On voit pas mal de nouveau-nés qui arrivent avec un bilan fait en maternité. Ils ont une radiodrachie entière de face
et ça suffit pas. On voit pas du tout les anomalies de la charnière. Et quand vous le voyez qu'il arrive comme ça à la consultation, je plaisante pas, hein, j'en ai très régulièrement avec des aplasies ou des malformations comme ça du tragus, il faut penser que c'est pas que musculaire, il faut refaire une radio de rachis face profil et puis une radio centrée sur la charnière parce que ça passe à côté et même souvent leurs pédiatres n'ont pas tiqué parce qu'il y a eu un bilan à la naissance fait. Et ça voilà. Quelquefois on fait même ça m'arrive même de demander des scanners quand vraiment on est sûr qu'il va y avoir quelque chose tellement ils sont tordus. Alors l'examen, je reviens en arrière. Voilà, l'examen ophtalmo, c'est ça qu'il cherche. Bien sûr, il cherche l'état d'anomalie, mais il cherche ce fameux dermoïde qui empiète sur le dermoïde du lin, mais qui empiète donc sur la cornée et c'est vraiment inesthétique. Ça fait une espèce de bourrelet de chair. C'est vraiment très caractéristique du syndrome de Goldenhar. Il n'y est pas toujours. En fait, quand on a des enfants qui ont ces anomalies de tragus et la macrostomie, même si le syndrome n'est pas complet, ce sont quand même des Goldenhar. Ils ont vraiment toutes les caractéristiques par ailleurs. Alors, dans l'aplasie, qu'est-ce qu'on va faire comme bilan? Je vais faire passer juste rapidement quand ce bébé vous arrive en consultation. Donc, il faut vraiment tester, bien sûr, le dépistage d'audition sur l'oreille saine, mais il faut aussi quand même faire des PEA diagnostiques sur l'oreille aplasique, parce que votre PEA, il doit répondre 80 décibels de seuil, 70 à 80, c'est-à-dire surdité moyenne de transmission maximale. S'il répond PEA à 100 ou 110, c'est qu'il y a probablement quelque chose en plus, et là, il va falloir explorer un peu plus et faire l'imagerie plus tôt. Alors que si vous avez un PEA standard, l'imagerie ne cherche le PEA à 80 décibels, l'imagerie on peut la faire à 5 ans. On n'a jamais intérêt à faire les scanners des rochers trop tôt par exemple. Voilà, et puis on fera l'enquête étiologique et le bilan malformatif, on en a parlé avant, c'est le même que pour un Goldenhar. Rein, cœur, radio de rachis, donc peut-être un peu tard vers 1 an, et ophtalmo. Alors, est-ce qu'il faut des examens complémentaires devant une luette bifide? On en a parlé ce matin, donc si elle est strictement isolée, comme toute anomalie, on fait un audio, on peut faire un audio, vérifier que sur le plan RL, il n'y a rien d'autre. Par contre, évidemment, si on est dans ce cas-là, c'est plus qu'une luette bifide, on a une fente sous-muqueuse du voile, un voile court, il y a une dysmorphie, il y a une autre malformation, là on va les adresser donc en consultation de conseil génétique, on va leur conseiller, puisqu'on n'adresse jamais, on conseille de prendre rendez-vous en expliquant aux gens que c'est une malformation, que ce soit héréditaire, familial ou pas, ce sont les généticiens qui connaissent le mieux ce type de malformation et donc ce sont eux qui peuvent donner une idée de la cause. C'est comme ça que je présente les choses, moi quand je ne parle bien sûr pas de dysmorphie, on en a dit un mot ce matin. Voilà, est-ce qu'il faut des examens complémentaires devant cette petite fistule prélycéenne? Donc on voit bien la différence avec la fistule qu'on avait vue tout à l'heure, qui sont les fistules du lobe ou du tragus. Fistule prélycéenne ou alors ces petits enchondromes. Ces petits enchondromes situés sur le trajet de la deuxième fente bronchiale qui sont donc des résidus bronchiaux de la deuxième fente ou petite fistule de la deuxième fente. Alors est-ce qu'il faut faire des examens complémentaires devant ça? Dépistage d'audition, on est d'accord, tous ont ça, mais est-ce qu'il faut aller plus loin? Eh bien, quand on analyse vraiment les familles de bord, de bronchio-otorénal, de syndrome bronchio-otorénal, ils n'ont jamais une simple fistule prélycéenne. On retrouve soit chez l'individu, soit dans sa famille, d'autres localisations. Donc je pense que c'est raisonnable de faire d'aller un peu plus loin et de faire une échographie rénale quand on a deux localisations, par exemple une deuxième fente, une prélycéenne. N'oublions pas que la prélycéenne, ça va jusqu'à 2% dans certaines ethnies de fréquence de la population, donc on ne va pas faire des échos rénales à tout le monde. Et donc, échographie rénale, oui, si on a deux localisations chez l'enfant, ou si on a un enfant qui a, par exemple, je sais pas, une fistule prélycéenne bilatérale, et un des parents qui a une deuxième fente, ou qui a un résidu bronchial de la deuxième fente, là, ça vaut le coup, et on peut rechercher ce syndrome, et donc faire, en plus de l'audio, une échographie rénale. Voilà, et puis juste un petit... Alors là, on n'est pas dans du syndrome, les kystes du tractus thyroglosse ne s'intègrent pas dans des syndromes, mais on en est venu un petit peu à dire que tout abcès récidivant du cou peut être un kyste du tractus thyroglosse, sauf preuve du contraire. On a eu plein de cas, d'ailleurs on l'avait publié, les cathétés atypiques, même si c'est un peu latéral, il faut toujours y penser. Et là, c'est un exemple, bon ça on connaît bien, la pseudo pomme d'Adam, très typique, c'est un cathété. Bon, celui-là il est surinfecté, d'accord, c'est banal, mais ça, par contre, c'est vraiment la base du cou. Cette petite, elle avait été opérée 2 fois de cervicotomie.
Ça s'ouvrait comme ça tous les mois, très joli, hein, depuis plus d'1 an. Ça s'abcédait tous les mois, on faisait des soins locaux, ça se refermait, etc. Et en fait, à l'IRM, il y avait un tout petit kyste du tractus très haut. Et après avoir été opérée par un cystrunk, donc là, 2 ans plus tard, c'est pas très beau évidemment, elle avait des cicatrices qui étaient pas belles, mais par contre, ça a stoppé complètement les infections. Donc ça devait être un kyste du tractus. Alors que la napate n'était pas ultra parlante, parce que ça avait été tellement infecté, c'était tellement remanié, qu'on avait y retrouvé le petit kyste tout en haut, mais par contre au niveau de la zone ici on ne retrouvait rien de particulier. Donc voilà, et puis le kyste du tractus, donc il ne s'intègre pas dans quelque chose de particulier. Voilà, merci de votre attention avec l'équipe neckerienne au complet.